Bonsoir à chacun. Donc, c'est Jean qui m'a. Je remercie Jean de m'avoir appelé comme ça, je ne sais plus, il y a un mois et demi, pour parler, pour parler du jardinage. Et c'est vrai qu'on a vu il y a un an avec cette histoire de Covid là qui nous. Vous savez, on en a encore pour quelques temps, alors vous inquiétez pas. Et puis, il s'est souvenu que j'avais sorti, grâce aux éditions La Voix du Nord, ce petit livre. Hein. Peut-être certains, du coup, certains le connaissent, hein, quelqu'un l'ont eu, l'ont même dédicacé. Je ne me souviens plus toujours à quel endroit, parfois si, mais ah bah oui, d'accord. Alors, pourquoi j'ai eu l'occasion de faire ce livre? C'est vrai que j'interviens régulièrement le samedi matin, un peu tôt, à 9 heures, sur France Bleu Nord. Et ça, c'est depuis 2015. Pourquoi? Parce que j'ai eu l'occasion de faire visiter le jardin Mosaïque à Plancoine par une animatrice de France Bleu, et il me disait, en me disant, voilà, on n'a plus de jardiniers experts. Ils appellent ça les experts. J'aime pas trop, enfin bon voilà, mais c'est moi quand même. Et donc on m'appelle depuis 15 ans et j'essaie de répondre le mieux possible en essayant de me faire comprendre. C'est pas toujours évident en jardinage. Alors, ce livre, je savais qu'un jour il sortirait parce que moi je jardine depuis mon grand-père. Donc ça remonte à quelques années quand même, hein, vous pouvez le voir. Maintenant, je porte aussi des lunettes, hein, Jean, donc il y a quelques années. Et j'ai eu la chance, par contre, et vraiment une très grande chance, de jardiner dans le Nord et le Pas-de-Calais. Et j'ai donc, et c'est pas fini, hein, j'ai encore d'autres possibilités de jardin à droite, à gauche. Alors, notamment à Sailly-les-Lanois, hein, d'où je suis originaire, où j'ai jardiné avec papa. Hein, voilà. Papa était horticulteur fleuriste et j'étais souvent dans ses jambes. Et puis on faisait pousser des fleurs, hein, essentiellement, et puis un peu de légumes entre les fleurs. Déjà à ce moment-là, ça existait parce que quand il y avait un rang possible, hop, on mettait des carottes ou bien des pois. Puis après, j'ai eu la chance d'être sur Embleteuse, au bord de la mer, là-bas, hein, Boulogne-sur-Mer. Tout à fait autre chose, hein, une autre terre, une autre, du sable, ou trop lourd, ou bon, des terres différentes en tout cas de ce que j'avais connu jusque-là. Ensuite, le summum, c'était à Coudekerque-Branche, où là, j'ai eu la chance de bénéficier d'une terre d'équarrissage. C'était impressionnant. Hein, c'était un cousin et il avait proposé un petit potager. Ça n'a duré qu'un an. L'année d'après, j'étais à Merville. Alors, si quelqu'un parmi vous, bah oui, Fleur B, hein, j'ai entendu tout à l'heure. Hein. C'est des terres très, très lourdes. Et d'ailleurs, ils ont rigolé de moi quand ils m'ont vu arriver parce que je ne connaissais pas. Et, et j'ai appris un peu mieux la terre à ce moment-là, quand même. Merville. Ensuite, les serres des Prés à Villeneuve-d'Ascq, là, sur le quartier des Prés, des terres à choux, on m'a dit. Quand on plante des choux là-bas, en principe, on les réussit. C'est aussi une terre très, très lourde et qu'il faut respecter. Ça, c'est vraiment important. De là, je suis parti après un peu partout dans les jardins, notamment autour de la ferme du Sens, hein, où on a créé l'association Près du Sol, Sol SOL. À l'origine, c'était Sol SAULE. Il y avait un très grand sol pleureur qui était là. Et voilà, j'étais bien près de ce sol. Bon, et puis, du coup, je suis parti un peu de cette association dans les centres sociaux, dans les écoles, un peu partout, et aussi au musée de plein air, pour certains, si vous connaissez le musée de plein air à Villeneuve-d'Ascq, hein, sur la route de Forêt-sur-Marne. Tous des lieux très, très, très différents. J'ai aussi, à ce moment-là, eu l'occasion de jardiner à Tressin, le long de la belle rivière, la Marque, hein, que vous connaissez. J'espère que vous connaissez. Ça offre plein de randonnées. C'est vraiment un beau lieu, cette Marque. Et ça marque vraiment quelque chose. Hein. Vous ne connaissez peut-être pas trop l'histoire de la Marque. C'est possible de le faire plus tard. Et puis, je suis parti à Mosaïque. Et alors là, c'était vraiment extraordinaire. D'abord, jardiner, on appelait ça le jardin des cultures. Il y a 10 jardins actuellement, 10 jardins entre guillemets, cultures différentes. C'était les gens qui sont arrivés dans la métropole lilloise, chacun avec leur lourd fardeau. Ils sont venus pour vivre sur place, parce qu'il n'y avait plus de quoi vivre chez eux. Et là autour, après les guerres, il y a eu beaucoup de dégâts et il y avait vraiment du travail pour tous. Mais vraiment, hein, autant pour la construction, je pense aux Italiens, on a vraiment un jardin d'Italie, de construction de briques
une bétonnière qui chante, hein, c'est vraiment une bétonnière qui chante. Et puis, je vais parler quand même des jardins du Figuier, qui a été un jardin extraordinairement, qui a été terminé la veille de l'ouverture le 29 mai 2004. Impressionnant, mais beaucoup d'émotions, hein, en tout cas avec tout ça. Et puis le jardin polonais, le jardin anglais. On attend le jardin germanique, là. J'espère qu'il va sortir un jour. Mais oui, pourquoi pas. Toutes des façons différentes de jardiner et comment on avance dans tout ça. Qu'est-ce qu'on a à vivre dans tout ça. Euh, et puis les questions qui se posent, mais vraiment tout le temps, parce qu'on est interpellé. Alors déjà dans les écoles, quand je prenais une petite graine de petit pois, que je mettais à un petit garçon, la graine de petit pois tombait, et puis elle repoussait, bien sûr. Pas toujours au bon endroit où on avait prévu, et puis on donnait une autre graine, l'échange de graines. Ça, c'est vraiment très, très, très important. Alors actuellement, je suis dans les web, hein, donc on a ce magnifique jardin là qui s'ouvre. Voilà, on appelle le jardin des souches, qui est dans les web. Pourquoi jardin des souches? C'était une pâture où il y avait 15 peupliers. Et c'était il y a 2 ans. Les propriétaires nous ont dit bah, ça devenait dangereux. Et c'est vrai que les peupliers, au bout de 50, 60 ans, ça devient dangereux. Ça peut vraiment, bon, ça peut tomber, suivant les variétés qu'on a prises. Et donc, ça avait été tronçonné à la base, comme voilà, pour les enfants, on a fait du bois de chauffage. Et j'ai tenu absolument à laisser les souches en place pour pas abîmer la terre. C'est une terre très lourde, une terre humide, vivante, hein. Et si on enlève les souches, on fait venir des gros engins, etc. Oh là là là. Donc, j'ai dit, écoutez, le mieux, c'est qu'on fasse rien. Les souches vont structurer notre jardin. Alors ça, c'est un des 3 jardins dont je vais vous parler. Dans le livre, si vous l'avez lu, l'idée c'était que j'écrive effectivement, c'est un guide pratique, hein, donc, où j'ai mis mois par mois ce qu'il y a à faire dans les jardins. Donc janvier on fait ça, février on fait ça, et à chaque fois avec un zoom sur, alors janvier c'est l'outillage. Mais oui, alors je me suis dit aussi, mais bon sang, qu'est-ce qu'on fait avec tous ces outils à moteur? Ça marche jamais quand on a besoin, ça fait un bruit énorme. Et donc, je suis un fêlé, peut-être un fêlé, de me dire que la Terre, elle est peut-être pas à l'envers et que c'est peut-être nous qui le sommes. Et j'ai trouvé l'outil qui pouvait répondre à ça, pour ceux qui m'ont déjà entendu, qui m'ont déjà rencontré, qui ont déjà lu le livre, c'est la grelinette. Vous voyez, 2 manches de pelle. Alors, on ne voit pas l'outil là, mais dans le livre, on le voit bien. Il y a une petite erreur dans le livre quand même, hein. Bien sûr, il a été édité par La Voix du Nord, et donc forcément, il y avait des choses que voilà, j'avais pas. Bon, il était trop tard, on n'a pas pu changer. Les dents de la grelinette, elles sont courbées, mais vraiment, comme pour faire un levier. Et quand on l'enfonce dans le sol et qu'on tire en arrière, comme je fais là sur la photo, on ne retourne pas la terre, on l'aère tout simplement. Alors, effectivement, et ça, mais vraiment avec tous les sols que j'ai eus, que j'ai connus dans le Nord-Pas-de-Calais, la terre, elle ne respire plus, elle est tassée, elle n'en peut plus. Vraiment, il manque beaucoup de vie dans, dans la vie. Voilà. La terre, elle est devenue un élément, un support. Eh bien, ça, c'est pas possible. C'est pas vrai. La Terre, elle est vivante, mais vraiment, c'est inimaginable. On n'a pas encore trouvé tous les animaux qui vivent dans le sol, et il y en a plus qui vivent dans le sol qu'à l'extérieur du sol. Ça, c'est vraiment, en comptant tous les mammifères, tous les animaux, tout ce qui vivent au-dessus du sol, eh ben, on est moins nombreux que tout ce qui vit dans le sol. Et jusque-là, vous savez, tout d'un coup, je pense à la motobineuse. On dit, on va faire un beau terrain, on va faire un beau potager. Je ne sais pas si à la Citadelle, à Lille, les gens prennent leur grelinette le 15 mars parce qu'il fait bon, allez, on y va, on s'accondin, comme on disait. Hein, on a la motobineuse pour avoir un terrain propre. Terrain propre, ça veut dire quoi? Et en fait, eh ben, on fait l'inverse. Quand on fait tourner
les fraises de notre motobineuse, on met en action toutes les graines qui sont dans le sol et qui se mettent à germer. Ah oui, elles ont été remuées. Tiens, elles se disent, c'est le moment de germer. Alors, du coup, plutôt d'avoir vraiment ce terrain propre, on fait pire que mieux. Ça n'empêche qu'on a le droit de continuer à le faire tant que ça va bien. Mais surtout, ce que je me suis dit, surtout quand j'étais avec les enfants, quand j'étais avec les personnes âgées, on était à l'EHPAD, à la cousinerie à Villeneuve, pas de chimie dans nos jardins. La chimie a vraiment rompu le lien que nous avions avec la terre. La chimie, c'était un déchet. Alors, il y a les Bourguignons, peut-être certains ont entendu parler de Claude et Lydia Bourguignon, ils en parlent beaucoup mieux que moi. Ce sont eux les sauveurs du sol. Ils ont fait le tour du monde des sols et disent la chimie, elle est venue là et elle nous a empêchés, et surtout le sol, de vivre. Et un jardin, effectivement, si on n'est pas dans le sol, les pieds nus dans le sol, les mains dans la terre, ça ne peut pas fonctionner. Ça va jusque-là? Effectivement, il nous faudra donc un sol couvert, tout le temps couvert. Ça, j'en parle beaucoup dans les livres, mais c'est tout nouveau. Hein. Même dans le guide pratique, on avait l'habitude, et de nombreux jardins ouvriers, j'ai la chance aussi, un deuxième jardin que c'est un jardin ouvrier, où effectivement, il faut un sol nu. Mais vraiment, il n'y a rien dessus. Et je me souviens quand j'ai obtenu ma parcelle, 200 mètres carrés, non seulement il n'y avait rien, mais le laboureur qui avait remis en place les parcelles, il avait labouré suffisamment profond pour que ce soit une bonne terre de travail. Parce que c'est dans la tête des gens. On a appris ça et on pense que c'est vraiment comme ça qu'il faut faire. Alors, j'ai continué à chercher et puis à regarder. Et puis j'ai eu cette chance de rencontrer beaucoup de monde et des gens qui posent des questions, comme ce soir, vous allez en poser aussi. Il faut regarder ce qui se passe dans la nature. On dit souvent le jardinier, c'est celui qui a la main verte. Eh bien, je vais ajouter deux choses très importantes. Le jardinier, aujourd'hui, en 2021, il doit non seulement avoir la main verte, quoique, c'est pas sûr, mais surtout avoir un œil vert. Ça, c'est vraiment indispensable. Regardez, observez. Quand on arrive sur un jardin, pendant un an, on ne fait que ça, observer, regarder ce qui se passe, regardez comment ça vit. Regardez les plantes qui poussent, les plantes qui apparaissent, parce qu'on ne les voyait pas au début, tout d'un coup elles reviennent. On essaye, mais c'est difficile. On a envie de. Il y a de l'ordure. Et puis, une deuxième chose, avoir une oreille verte. Écoutez ce qu'elle nous dit, cette nature. C'est impressionnant. On n'a plus l'habitude de ça. Mais c'est vraiment essentiel pour vraiment jardiner dans de bonnes conditions. Alors, effectivement, février, ça va être. On va passer aux légumes quand même, hein, parce que dans le Nord, effectivement, surtout depuis la grande action de l'abbé Lemire, hein, Jules Lemire, député maire d'Hazebrouck, était député, il était maire d'Hazebrouck, et il a mis en route les jardins familiaux, hein, les jardins ouvriers. Il y en a plusieurs, hein, donc Patrick, lui, il a la chance d'en profiter, moi aussi, peut-être d'autres parmi vous, hein, tout le monde ne s'est pas présenté. Les jardins familiaux, voilà, et qui sont très importants parce que chacun jardine comme il veut, mais il faut un résultat commun, non seulement avoir des légumes, évidemment, mais avoir une terre, entre guillemets, entretenue. Ce qu'on va surtout mettre, et en février, un des mois les plus importants, on regarde les catalogues, on se met en route, et surtout, j'espère que je ne mets pas l'envers, non, ça va, des légumes locaux. On a des légumes vraiment qui poussent par ici. Le 17 janvier, on pouvait déjà commencer à semer la laitue lilloise. Et oui, on a une laitue lilloise qui a été retrouvée par le CRRG, le Centre régional de ressources génétiques, qui est maintenant en vente par des établissements Bocquet. Tout ce que le CRRG trouve, c'est l'établissement Bocquet qui mettront à Montchaux. Hein, c'est une très vieille maison de semences. Le chou frisé vert, excellent pour votre jardin comme pour la santé. Et lui, il va occuper le sol tout l'hiver aussi. Il y a l'échalote de Bune, hein. Et puis, alors celle-là, elle vient de Calais, c'est une chicorée aussi. Ils ont retrouvé, elle est moins connue, vraiment,
Même les semenciers, on les connaît beaucoup moins, mais qui ont leur importance. Il ne faut pas aller trop loin pour chercher des graines, c'est vraiment très important. Et donc, février, j'ai mis le plein là-dessus. Hein. Marc, juste un tout petit détail. Quelqu'un demande comment on écrit grelinette. Ah, ben oui, c'est vrai. Alors, Grelinette. Grelinette. En fait, c'est Monsieur Grelin. Je ne sais pas si je vous ai déjà parlé de Monsieur Grelin, mais déjà dans les années, fin des années 70, j'avais la chance de le rencontrer. C'était un monsieur extraordinaire. Je le voyais sur les salons partout parce qu'il les cherchait avant cette grille. Là, on voit bien le dessin. Vous voyez qu'on avait essayé de passer dans le livre. Bon, il n'est pas passé, il était trop. Voilà, il n'était pas assez, je ne sais pas. En tout cas, il n'est pas passé celui-là. On voit bien la grelinette. J'ai rencontré il y a 15 jours les arrière-petits-fils de monsieur André Grelin, donc, celui qui a créé cet outil en disant il y a quelque chose. Eux, ils sont semenciers. Donc aujourd'hui, ils vendent des sachets de graines marqués Grelin, mais ils sont à Arbin-Montbéliard, du côté de Aix-les-Bains, du côté du lac du Bourget. Hein, j'y suis allé passer une semaine, il y a 15 jours. Et des gens qui s'occupent de semences, et ils m'ont dit des choses sur les semences, je viens de vous en parler par rapport aux semences du Nord, c'est assez impressionnant. Vous savez tous que en France, il y a un catalogue officiel à laquelle il faut se tenir. Je compte sur vous. Seulement, moi, je vais à Moucron, chez mes amis les fraternités ouvrières, chercher des graines, parce que là, on peut avoir des graines vivantes. Malheureusement, le catalogue, il est très complexe. Et les arrière-petits-fils de M. Grelin me disaient, ben nous, on va chercher des graines en Italie, là-bas, pas très loin. Là-bas, il n'y a pas de catalogue, et donc on peut vendre un peu ce qu'on veut. Sauf que les Italiens viennent en France chercher des graines, parce qu'elles sont bonnes, elles leur trouvent plein de choses, et en retournant en Italie, on peut les vendre comme on veut. Elle est belle, la vie. C'est magnifique. Donc voilà pour M. Grelin. Hein. Mais il chantait tout le temps sur ce salon, et son petit-fils me disait encore, il continue à chanter. C'est de plus en plus faux, mais maintenant il est dans un fauteuil roulant. Mais voilà, pour M. Grelin. C'est vraiment, j'allais dire, un grand bonhomme dans le jardinage, où on a commencé à prendre conscience que bêcher la terre, c'était pas vraiment la solution, hein, qu'il y a vraiment d'autres solutions pour y arriver. Vraiment, la vie, elle est quasiment en surface du sol. Hein. S'il y a toutes ces petites, il y a plein de graines dans le sol, on n'arrivera jamais à tout enlever. Rappelez-vous, il y a quelque temps, on parlait beaucoup de Roundup, on en parle encore, et c'est une catastrophe. C'est vraiment des restes qui nous sont restés qui nous, comment dire, je parlais de Claude et Lydia Bourguignon qui nous disaient qu'après la guerre, il restait plein d'azote hein, pour tuer. Effectivement, il en restait tellement qu'il a fallu s'en servir. Et c'est comme ça qu'on a mis ça dans les champs. On a produit beaucoup parce qu'il fallait produire. Je suis d'accord. Au bout de 2 ans, c'était suffisant. On pouvait retourner à la vraie vie, accepter le sol. Mais on a continué parce qu'on trouvait que ça commençait à être pratique. Il fallait faire moins de choses. Et après, on a décliné. On a trouvé des herbicides, des fongicides. Alors qu'il y avait tout. Il y avait vraiment tout dans la nature. Encore maintenant. Et ça revient de plus en plus. Et notamment, j'allais dire, les nouveaux qui arrivent dans la nature. Ceux qui ont un jardin. Je vous le disais, il y a 1 an, on était à la veille du Covid, il y a plein de gens qui sont lancés dans le jardinage en se souvenant d'avoir vu leur grand-père, pas leur papa, parce que effectivement, beaucoup de gens ont arrêté à cause de la chimie, ont arrêté de jardiner, puis c'était pas trop cher dans les grandes surfaces. Oh là là là. Heureusement, certains ont continué, vraiment persuadés que c'était faire fausse route. Et j'ai rencontré d'autres gens qui m'ont vraiment aidé. Depuis que le livre est sorti aussi, j'aurai encore plein de choses à dire sur le jardinage. Peut-être je parlerai des noms tout à l'heure. Hein. Donc en mars, on parle de la permaculture. Peut-être ça dit un mot à quelques personnes parmi vous. J'en parle un tout petit peu parce qu'effectivement, c'était les personnes de la Voix du Nord m'avaient dit on parle beaucoup de permaculture, c'est quoi ça, Marc? C'est très difficile de parler de la permaculture. La permaculture, c'est une philosophie et c'est vrai qu'elle tient au jardin. C'est se retrouver soi et notre nourriture.
et le sol. Donc j'en parle en quelque peu parce qu'on a eu la chance effectivement d'aller au Maroc ou un village, mais vraiment dans la montagne, on est allé là-bas, dans la montagne, à Brachoua, où là, effectivement, on a vu des gens qui vivaient de la permaculture et au bout de 4-5 ans, leur village était vraiment 65 000 dans une très grande pauvreté. Ça y est, maintenant, ils arrivent à accueillir du monde qui vient faire de l'écotourisme chez eux pour vivre de cette permaculture. Et vraiment, euh, on doit l'adapter chez nous. Hein. Ça fait aller 20-25 ans qu'on en parle vraiment. Il y a eu des recherches qui ont été faites. Je vous parlais des fraternités ouvrières, ça fait plus de 40 ans qu'ils la pratiquent. Voilà. On est tous différents et tous très importants dans dans le jardinage, et plus que notre jardinage, hein, le jardinage du hameau, le jardinage du village et le jardinage de la terre, surtout. En avril, alors là, en avril, j'ai vraiment pas de photos à vous montrer, parce qu'on va parler, on va poser une question qui revient souvent et qui m'embête quand je suis à France Bleu. Ça s'appelle « Vous avez dit mauvaise herbe ». Ah là 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 là. Aujourd'hui, je suis vraiment persuadé qu'il faut apprendre la bonne herberie. Ça va, vous comprenez? La bonne herberie, c'est si ces herbes sont là, c'est qu'il y a une raison, quelle qu'elle soit. L'ortie dit qu'il y a beaucoup d'hommes dans le coin, il y a beaucoup d'azote parce que nous, on fournit de l'azote tranquillement. Il y a beaucoup d'orties, il y a des sureaux qui vont pousser spontanément. C'est quand même assez compliqué de dire. Et beaucoup de gens disent oh, il y a plein d'orties. Si on voit de l'ortie, c'est pas propre, c'est pas entretenu. Et c'est vrai. On doit vivre avec les orties, chercher à comprendre pourquoi elles sont là. Je parle des orties, mais on pourrait parler des pissenlits, du trèfle dans la pelouse, on pourrait parler du mouron, des véroniques aussi qui poussent dans le potager, on pourrait parler de l'écopode. Chercher à comprendre pourquoi il y a de l'ortie. Évidemment, le jardin des Souches, là où je suis arrivé, il y avait un grand parc d'orties parce qu'il y avait des chevaux. Il y avait donc du fumier, un fumier de cheval qui restait là. Et l'ortie, elle aime bien ça. Chercher à comprendre pourquoi ça c'est là et qu'est-ce qu'on peut faire. Ça, c'est... Alors voilà. Donc j'ai pas de photos parce que pour moi, les mauvaises herbes, elles sont vraiment pas mauvaises, mais il faut absolument qu'on avance là-dessus. Et j'ai rencontré d'ailleurs. Alors, si vous avez le code noté, vous pouvez noter M. Gérard Ducerf, hein, qui est un éminent spécialiste qui nous dit pourquoi ces plantes sont là. J'ai passé une journée avec lui et là, on s'est encore inscrit. C'est tellement important ce qu'il nous raconte qu'on va continuer. On va refaire une semaine avec lui parce que non seulement il sait dire pourquoi elles sont là, mais lesquelles on peut. C'est notre potager aussi. Elles poussent dans notre potager et on peut les manger. Et ça, c'est compliqué. On n'en est pas encore. Hein. On a tellement l'habitude avec nos carottes, nos longues carottes de Tilk. On a des bonnes carottes à Tilk. Mais nos tomates rouges, les monsieur Grelin m'ont dit, mais les tomates rouges, c'est les moins bonnes. Hein. Elles nous plaisent, elles sont belles, elles sont bien formées. Mais ce sont les moins bonnes, ce sont les plus acides. Mangez des tomates oranges, mangez des vertes, des noires, des roses. Évitez les tomates rouges. Mais vraiment, essayez, mettez-en un peu de tout. Hein. Vraiment, ça c'est important. On en parlera un peu plus tard après. En mai, on parle de la biodiversité. Ah là là là, qu'est-ce que c'est que ce mot-là? Alors, est-ce que ça va comme ça? Oui, c'est pas trop mal, hein? Je pense que vous voyez. Hein. Accueillir la biodiversité. C'est pas simple, hein? C'est vraiment pas simple, hein? Parce qu'on nous a appris que si on veut des carottes, ben, il doit y avoir que des carottes, et de chaque côté, il y a 15 cm où il y a rien. C'est une erreur. C'est vraiment une erreur. Il faut vraiment que le sol soit couvert partout, et si c'est du mouron qui pousse entre les carottes et les poireaux, c'est tant mieux. Le mouron, ben pourquoi il est là? Et le mouron, il est là parce que le sol est équilibré. C'est extraordinaire. Moi, j'en ai pas encore. Je commence à en voir quelques germes de mouron dans mon jardin. Ça commence à venir. Je suis content. C'est parce que je l'entretiens, je l'accompagne comme il faut. Voyez-vous? Le mouron, une seule graine peut couvrir 1 mètre carré et garder l'humidité au sol. Et couvrir le sol. Et ça fleurit. Et quand ça fleurit, ça attire des insectes. Et puis, il y aura les tomates pas trop loin des
des carottes et des poireaux, et tout ça, ça va profiter des insectes qui vont venir pour la pollinisation. C'est vraiment important. Et puis en dessous du sol, là, il y a les vers qui sont là, qui sont en activité. Si le soleil tape directement sur un sol nu, ben, tout ça, ça sèche, ça descend. Et on perd toute cette surface-là qui est vraiment très importante. Et je n'ai pas dit tout à l'heure, mais quand on pêche, quand on retourne la terre, cette petite surface, les 5-6 cm, où il y a le plus de vie, et ben ça disparaît en dessous. Bien sûr, ça va revenir, mais on perd un temps fou. Accueillir la biodiversité, ça veut dire ça alors. Ah là 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 là, est-ce que vous voyez bien? En principe, il n'y a pas de plastique, ça devrait aller mieux. Du coup, on a plusieurs jardins et c'est très bien que ce monsieur tonde sa pelouse. Et peut-être que parmi vous, certains tondent des pelouses. Et alors, je ne sais pas pourquoi ils ont inventé cette tondeuse. Certainement qu'il y avait une raison. Hein. Aujourd'hui, je me suis réconcilié avec la tondeuse parce qu'elle me permet, quand je taille ma haie, de pouvoir rendre mes petits rameaux en fin morceaux. Vous savez, comme le plus fin possible, je fais mes andins de rameaux de haies, je passe la tondeuse avec le bac ou sans le bac, et puis je vais remettre tout ce que j'ai enlevé de la haie, je vais remettre au pied de la haie, en petits morceaux, prêt à repartir, un sol couvert, continuellement couvert. Et là, la vie va vraiment continuer. Ça, c'est vraiment important. Alors attention, hein, la haie, à partir du 15-20 mars, on arrête de la tailler et on reprendra que début août. Ben oui, il y a les oiseaux qui font leur nid. Il faut les laisser tranquilles quand même. Ah oui, s'il vous plaît, les oiseaux, même s'ils nous mangent quelques tomates, même s'ils nous mangent quelques cerises, s'ils nous mangent quelques cerises, c'est parce qu'on n'a qu'un seul cerisier. On va mettre un deuxième cerisier, on partagera. La nature, c'est quand même ça. En plus, ça, c'est vraiment la permaculture. Et là, le monsieur qui est là, dans son hamac, là, il a l'oreille verte, il a l'œil vert, et puis il laisse faire la nature, il laisse pousser. Bien sûr qu'il l'accompagne. Bien sûr que s'il y a trop d'égopodes, il va se casser la tête, il va dire vous êtes bien gentil, mais je ne vais pas vous laisser fleurir. Parce que l'égopode, vous ne la connaissez peut-être pas, l'égopode, l'herbe au goûteux, qui est très très bonne à manger, si on la laisse fleurir, elle se ressème. Malheureusement, si vous en avez chez vous, c'est très très compliqué à la faire disparaître. Ben, il faut apprendre à vivre avec, c'est comme ça, hein, ça fait partie de la vie. Et un peu à la fois, on tire dessus et on la mange, hein, elle est très bonne. Hein. Alors évidemment, la biodiversité, là c'est quand c'est comme ça, c'est un peu plus compliqué pour moi. Ça va pour vous? Si on a une pelouse comme ça tondue, effectivement, il ne peut pas y avoir de diversité. Hein. On est bien, c'est comme ça que c'était quand on est arrivé il y a 6 ans maintenant, 6-7 ans qu'on était là. C'était comme ça, hein, c'était tondu et c'était voilà, il fallait. Et puis, bon, par contre, ben, quelques années après, on change de formule, on est au même endroit et puis on essaie de mettre des plantes. Alors, des plantes locales, on commence par les plantes locales, le plus serré possible. Il y en a peut-être qui vont vraiment bien s'installer, on va les accompagner aussi, on va les mettre au compost. Et puis, et vraiment faire que le jardin soit agréable. Nous, on a voulu vraiment plein de petits coins, plein de petites chambres, plein de petits passages. Voilà, donc il y a beaucoup de choses. Hein. Alors ici, il y a les poiriers qui sont pas ici, et puis derrière, il y a le potager qui est là. Je ne pense pas qu'on va le voir. Je vais pas retrouver la photo. Il y a vraiment de quoi faire. Et c'est là que vont venir vraiment plein de choses. Et moi, je peux m'allonger là pour faire la sieste entre les arbres. Je suis tranquille. Hein. Oh, et puis il y a du bruit. C'est doux. Parfois, le voisin, il tombe en même temps. Il faut que je change l'heure de la sieste. Je peux embêter le voisin. Ça va pour vous? En juin, on a parlé de l'eau au jardin. Mais quand j'ai écrit le livre, on n'était pas ennuyé comme ça. Hein. C'est impressionnant, l'eau au jardin. Là, en ce moment, vraiment, hein, si vous avez des bassines, si vous avez des fuses, il faut vraiment conserver l'eau. Hein. Et conserver l'eau, ce n'est pas seulement dans, dans des réservoirs, bien sûr qu'il faut le faire, mais aussi travailler, ne pas travailler le sol, couvrir le sol, mettre du broyat, hein, comme quand je tombe à ma haie, et ça va vraiment conserver l'eau beaucoup plus. Vraiment, hein. Et donc, vous allez pouvoir aller plus longtemps. Hein, souvent, quand on parle de permaculture, c'est de la paille, du foin, des feuilles, c'est énormément. Et là, l'eau, elle va stagner. Et puis, si on voit des petits arbres qui poussent
dans mon jardin potager familial, j'ai encore rien dit à personne, mais il y a 2 petits chênes. Il ne faut rien dire, hein, parce que on n'a pas le droit de planter. Là, ils ont été semés tout seuls. Je ne me serais pas permis de semer des chênes là-bas. Il faut les laisser. Les chênes qui sont, quand on peut, hein, quand l'arbre est semé, il y a une longue racine qui descend profondément parce que lui, il a soif, il va chercher de l'eau et ça va remonter l'eau par les arbres. Et ça, c'est vraiment important. Ils ont tous ce sont tous des tire-sèves qui vont chercher l'eau. Dans le jardin, on a 2 très grands lauriers sauces. On a eu du mal au jardin mosaïque, il n'y a pas moyen d'avoir cette vue de laurier sauce. Vraiment, c'était le jardin ibérique. Pas moyen, mais vraiment, ça n'a jamais poussé. Ici, il y en a plein. Non seulement ils fleurissent, mais il y a plein de graines et du coup, les graines germent. Tout simplement parce qu'on n'a pas de chimie. Et puis moi, je les aime bien. Et quand on tire dessus, mais la partie de racine est beaucoup plus longue que la partie du dessus. Bon, alors après, il faut faire attention. C'est ce qui arrive vraiment. Hein. Les arbres, au bout de 3 ans, quand on ne fauche pas, les arbres vont pousser. L'eau et puis la pelouse en juin. La pelouse, elle commence à nous poser question. Hein. C'est vrai que quand il fait beau et qu'on est obligé de tondre et qu'on ne peut pas s'occuper de notre jardin, prendre du temps dans le jardin, parce que parfois tondre, c'est pas marrant. Alors, on se dit, bon sang, on ne va pas se laisser faire, on va faire un. Allez, on fait le partage, hein, tout simplement. Hein. Ou bien on ne tombe pas, on laisse pousser ce qui a envie de pousser. Ça peut arriver. Donc maintenant, il y a des crocus, il y a des primes vertes, il y a des violettes qui commencent à sortir dans la pelouse en ce moment. Ce n'est pas le carré vert qu'on aimerait peut-être. Et si on aime le carré vert, prenons. Et il faut le faire, bien sûr. Le jardin correspond à ce qu'on a envie. Il ne faut pas se dire oh, il y a plein de pissenlits dans ma pelouse, ça ne va pas. Peut-être que certains, ça va très bien. Surtout que début mars, c'est agréable. Hein, les salades de pissenlit avec des œufs durs, et puis c'est excellent quand même. Ça. Et les pommes de terre à la cure, je vous le conseille. Hein, pendant une semaine, on se régale vraiment tout le midi. Hein, on y passe le pissenlit. Et en plus, s'il fleurit, voilà, la pollinisation. Les insectes vont arriver. Ce sera de la biodiversité. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout laisser pousser. Hein. On laisse un coin, bien sûr. On partage. On partage avec la nature. On partage aussi avec le voisin. Il faut le prévenir, le voisin. Si jamais il y a du chardon qui pousse, oh, le chardon, je me souviens, quand je travaillais dans un site il y a quelque temps, on avait été appelé pour aller. Le jardin à côté, il était en friche, plein de chardon. Il fallait enlever les fleurs du chardon parce que les graines allaient germer. Et j'ai appris avec Gérard Ducerf que c'est une erreur, que les graines de chardon, elles ne vont pas lever ni la première année ni la deuxième, mais la 10e année si tout va bien. Ça veut dire que si vous avez du chardon à votre jardin, c'est tout simplement parce que votre grand-père a laissé pousser ça comme ça, ou celui où vous avez acheté la propriété, il avait laissé tranquille, il avait laissé la terre respirer. Mais quelle bonne idée. Le chardon respire la terre, vous savez tous, hein, c'est une creuse qui a une racine profonde comme les arbres, et ça permet vraiment à la terre de respirer. Alors quand vous enlevez un chardon, laissez la racine. Mais comme toutes les herbes que vous enlevez, laissez la racine, continuez à vivre comme les souches du jardin des souches, où nous sommes là dans les web. C'est énorme, hein, effectivement, hein, mais c'est tellement beau. Hein, ces souches qui sont là, elles sont chacun. Certaines reprennent, hein, des petits qui repoussent. Et c'est tant mieux, on aura du bois pour faire plein de choses avec le bois déjà. C'est extraordinaire. Ça va pour la pelouse, vous l'avez vu en photo, vous avez vu qu'on peut faire vraiment plein de choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, il y a toujours plein de questions sur la pelouse. C'est beaucoup plus difficile d'avoir une belle pelouse que d'avoir un beau potager. C'est pas Eric qui va me contredire. Alors, mais en juillet, j'ai fait un petit zoom sur les fruitiers. Les fruitiers, les pommes, les poires. Ça, c'est vraiment. Et les cerisiers, notamment. On a le cerisier de Montchaux, hein, ici dans le nord. On a les pommiers. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait un pommier par chaque village. Parce que chaque arbre vit du terroir. Et donc, la pomme, elle avait un autre goût. Et ça, c'est vraiment surprenant, les pommiers. Il faut vraiment en avoir. Alors, effectivement, on dit que pour avoir du fruit, ben, il faut tailler. Alors, après, c'est tout. Alors, c'est un casse-tête. J'ai encore du mal, mais je persévère, hein, ne vous inquiétez pas. Mais le mieux, c'est d'avoir vraiment de la place et de porter des hautes tiges qui
permettent vraiment aux vaches de paître en dessous et d'apporter le humus, et le pommier n'a rien besoin. Et puis, on met plein de fruitiers différents, hein. C'était régulier, et si vous marchez un petit peu dans le coin, vous verrez, dans chaque ferme, peut-être plus maintenant, chaque ferme, c'était le poirier et le noyer. C'est étonnant, hein? Et j'ai un jeune ami qui m'a appelé il n'y a pas longtemps, il m'a dit: «Marc, il y a des noyers dans notre petit potager qu'on vient d'avoir, sur toi. Est-ce que tu crois que les noyers vont gêner?» «Non, non, les noyers, ça gêne pas. C'est une plante locale qui apporte beaucoup, beaucoup de choses, et la noix, c'est délicieux, il faut en manger 5, 6, 7 par jour, hein, vraiment.» Mais vraiment dans chaque ferme, et étonnamment, mes grands-oncles ou mes grands-tantes, ils parlaient déjà du vieux poirier, parce que c'est vraiment des plantations anciennes. Le plus ancien, c'est là-bas du côté de l'abbaye de Valloire, je crois. C'est de 230 ans, je crois, on avait fait des recherches, et qui est taillé régulièrement, qui fleurit, qui donne encore des pois. Ça peut vivre très vieux. Par contre, quand ils sont plantés en petite forme, souvent c'est 60, 70 ans, hein. Cerisier, pommier, poirier. Quand ça arrive à cet âge-là, vous inquiétez pas trop. Nous aussi, voilà, 60, 70, 80, tant mieux. Ben oui, hein, on a chacun notre tour ici. Bah, c'est comme ça. Les fruitiers, et j'ai fait le zoom sur l'engrais vert. Peut-être vous avez entendu parler de l'engrais vert. Quelque chose d'extraordinaire que cet engrais vert. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est pas de la poudre de perlimpinpin qu'on jette qui est ouvert, hein. Parfois, ils mettent des couleurs pour voir ce qu'on met. L'engrais vert, eh ben, c'est une semence. Tout à l'heure, quand je vous parlais des plantes qui poussaient entre mes carottes, ça peut être considéré comme engrais vert. C'est une plante que l'on sait gérer, que l'on va savoir dire, bon, maintenant, un grand merci, mais maintenant, tu vas nous servir à autre chose. Ah ouais, c'est compliqué ça, hein. C'est une plante qu'on va, alors je pense au seigle notamment, qu'on a semé en septembre, qui pousse l'hiver et qui couvre bien le sol, mais vraiment tout le temps. Là, il va se remettre à pousser. Il a arrêté un petit peu parce qu'il a fait froid. Mais le seigle va continuer à pousser. Il y a les racines qui vont travailler le sol. Et oui, hein, pas besoin d'avoir la bêche ni la motobineuse, hein. Et le dessus, ça va être de la paille. Et on se servira de la paille quand on l'enlèvera quand on aura envie, et on la couchera sur le sol ou ailleurs où on aura besoin de pailler le sol pour empêcher que certaines autres plantes qu'on n'aime pas poussent. Simplement, cette paille, elle est vraiment très utile. C'est costaud la paille du seigle. Longtemps, on faisait des chaumières avec ça. C'est vraiment quelque chose de très, très intéressant. Les engrais verts, c'est aussi la moutarde, hein. On parle souvent de la moutarde. Euh, la moutarde qui a pris beaucoup, beaucoup de valeur depuis que c'est une obligation, c'est l'Europe qui a dit aux agriculteurs de mettre de l'engrais vert. Donc, salut Sarah. Euh, et voilà, donc la graine, et puis du coup, beaucoup de gens se sont dit, bon, comment on fait maintenant? Effectivement, le mieux, c'est de produire sa graine soi-même. Et un seul pied, ça fournit énormément de semences. C'est vraiment curieux, vous savez. Alors effectivement, il ne faut pas laisser 20 mètres carrés de moutarde monter toute seule. Un seul pied suffit. On récolte suffisamment de graines. On peut le faire, la moutarde, avec de la facélie, pareillement, hein, ou de la bourrache. Toute nouvelle plante qui vient de nous arriver et qui attire énormément d'insectes et qu'on peut manger aussi. Mais avec parcimonie, hein. On ne mange pas toutes les fleurs, il faut laisser aussi pour les insectes. Un engrais vert extraordinaire, hein, vraiment très important, que le sol soit couvert. Si vous avez déjà besoin de planter, là en ce moment, février, vous savez, on sème les petits pois, on sème les fèves, sur un terrain qui est avec du seigle, ben, on enlève la route simplement. Quoique j'aime pas trop les routes, parce que une route, s'il y a un campagnol qui passe, ou bien s'il y a une bestiole qui, hop, elle va tout grappiller en passant, surtout pour les carottes. Et ça se voit qu'à la récolte, hein. Le feuillage reste bien vert, et puis quand on tire dessus. Donc, on va éviter les lignes comme on faisait dans le temps, et comme on s'était habitué avec des produits. Tiens, ça c'est bon contre telle bestiole. Il y a vraiment tout ce qu'il faut dans le sol, hein. Et la carotte, ben, on verra autre chose comme plante pour justement les protéger. Les oiseaux qui vont venir, qui vont surveiller aussi vos carottes. C'est magnifique, vraiment, cette nature. Du coup, il y avait vraiment une plante qui était importante, dont on entend souvent parler quand on jardine,
pas si vous arrivez à lire le texte, je pense que oui. C'est ce qu'on appelle les plans de campagne. C'est assez extraordinaire, mais quand on arrive sur un jardin familial, un jardin ouvrier, ben, on ne choisit pas les voisins. Ils sont là, bah oui. On ne choisit pas non plus qui a jardiné avant nous. Et moi, je soupçonne la personne qui avait les parcelles avant moi n'avoir rien fait pendant 3, 4 ou peut-être 5 ans. Vraiment, hein. Beaucoup de topinambours. Ah, ça c'est intéressant. Ah, vous savez, ce qu'on appelle souvent la patate de guerre. Ça donne de mauvais souvenirs à certaines personnes. Pendant la guerre, on ne les cuisinait pas comme en ce moment, dans des verrines ou avec des sauces ou avec des poudres. Le topinambour, très important d'avoir ça en bordure pour couper un peu le vent. Mais s'il poussait comme ça un peu partout sur la parcelle, c'est que vraiment il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et il y avait une autre plante aussi que je trouve merveilleuse. Peut-être, j'espère qu'il n'y a personne qui est en colère contre celle-ci. C'est l'équisétum, la prêle. Certains se disent, c'est quoi ces queues de rat? C'est quoi ces queues de renard? J'ai souvent la question à France Bleu. Mais Marc, qu'est-ce qu'on fait contre la prêle? Et on la laisse vivre. Si elle est là, c'est parce que vous avez la chance d'avoir un sol humide. Ah oui, de l'eau, c'est important quand même pour nos légumes. C'est impossible de faire du légume sans eau. Il faut chercher l'eau là où elle est, hein. C'est pour ça que je laisse mes petits chênes, mais surtout dites rien à personne. J'espère qu'il n'y a personne de mon coin qui est là, qui écoute et qui va les casser. Non, non. Et alors, si je me permets de parler de ce chêne, c'est parce qu'aux souches, on a un arbre extraordinaire, c'est un noisetier. Ce noisetier, il a beaucoup plus que 60 ans. Pourquoi je parle du noisetier? Ça sert à tout. C'est bien un arbre local qu'il vous faut planter dans vos haies. J'en parlerai tout à l'heure. D'accord? Mais l'important, c'est d'avoir un vieil arbre près de chez vous. Tout à l'heure, Jean, en introduction, un petit peu avant l'introduction, me disait on avait un vieux sol qui est tombé. Et oui, il n'y a pas que les hommes qui tombent, il y a aussi les sols, ça leur arrive. Il laisse un grand trou. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'on fait de ce trou? Et il se passe plein de choses quand on laisse un trou. Il ne faut pas forcément reboucher. On laisse tout faire, ou bien on apporte de la terre, et puis on aménage, et puis on fait pousser des légumes comestibles. Mais pas que. Il faut aussi de la couleur. Il faut que ça soit beau pour nous. Il faut que ça nous rende heureux. Que l'on soit bien quand même, parce que ça ne sert à rien de se casser le dos si jamais on n'est pas. Alors, mais vraiment, profitons de ça. C'est vraiment très, très, très important. Un arbre. Si vous avez l'occasion de pouvoir jardiner tout près d'un vieil arbre, vous avez tout. Pourquoi un vieil arbre est-il utile? Alors ça, je le sais depuis que j'ai ouvert, que j'ai écrit le livre, hein. Prochaine édition, il y aura plein de choses en plus. Parce que le vieil arbre, depuis le temps qu'il est là, il n'y a pas longtemps, on a fêté le tilleul d'Aubert, parce que il a été planté au XVe siècle. Tous ces arbres, ils ont connu pas que les guerres, mais ils ont aussi connu des incendies, des maladies, des insectes. Ils se renouvellent, les arbres. Ils poussent toujours plus. Et puis, il y a à chaque fois de la vie nouvelle qui arrive. Et les arbres, avant les hommes, les arbres, ils sont partageurs. Vous savez, pour certains, l'automne, ramasser les feuilles, c'est une corvée. Pour les arbres, c'est un cadeau qu'ils nous font parce qu'on a besoin de ces feuilles pour couvrir le sol. Mais avant que les feuilles ne servent pour couvrir le sol, elles fabriquent la sève élaborée. L'arbre garde un tiers de sève élaborée pour lui vivre. Il partage un tiers avec l'environnement et un tiers avec le sol. Et avec tous les champignons, les mycorhizes, tout ce mycélium qu'elle a dans le sous-sol, qu'on pense que ça n'existe pas, il nourrit tous les arbres autour de lui. C'est vraiment une chose assez extraordinaire quand même, qu'on commence seulement à voir des bouquins qui sortent, tiens, la forêt, tiens. Et oui, mais allez vous promener à Falampin, vous verrez le bien que ça fait. Vraiment, on a perdu tout ça. Ça fait un bien immense, vraiment, hein. Et les arbres nous apportent énormément. Et s'ils vivent après avoir vécu tant de choses, ils peuvent continuer à nous apporter beaucoup, vraiment. Ça, c'est vraiment important, tous ces plans de campagne. En septembre, j'ai traité du compost, parce qu'effectivement, on a tous des déchets, alors plein de déchets. Déjà dans la cuisine, hein, on épluche, on a du marc de café, on a des coquilles d'œufs, on a des boîtes à œufs aussi, en carton souvent, hein. On n'a pas l'habitude d'aller chercher nos œufs au marché avec notre boîte à œufs.
Un petit peu plus loin, on a les rouleaux de PQ en carton hein, qui se déroulent, ou bien si on prend un peu du sopalin encore, oui, encore des gens qui servent du sopalin, et il y a des rouleaux à la fin qui peuvent servir pour faire des petits pots, hein, ou bien pour qu'on met au compost. C'est du carbone, ça vient des arbres aussi. Hein. Tiens, en parlant de ça, moi, j'ai fait autrement mes petits pots parce que la semaine prochaine, je vais semer mes tomates. Alors, je me sers des petits journaux, voyez-vous, qu'on enroule autour d'un petit bout de bois, et puis on fait des petits pots, on mettra le terreau. Oui, c'est la voie du Nord, c'est du recyclage. Et oui, il faut que ça serve. Et là-dedans, je vais semer, allez, je vais en faire 100, 150. Cette année, je m'y suis mis. Hein. J'ai peut-être arrêté les tomates rouges, mais alors j'ai plein de couleurs de tomates. Et on met une graine de tomate, on la laisse au chaud surtout, hein. 20 degrés. Hein. Allez, pendant une quinzaine, 15 jours, 3 semaines, quoi. 20 degrés. Voilà, on va les mettre dans la serre dehors pour qu'ils poussent, pour qu'ils s'endurcissent. Et après, on les mettra dehors après les seins de glace. Je ne vous ai pas dit parce qu'effectivement, je ne sais pas pourquoi, je parle souvent. Il y a les saints, Saint-Antoine, Saint-Valentin pour les petits pois, Saint-Joseph pour les pommes de terre, le 19 mars. Voilà, mais c'est comme ça. Pour nous, c'était comme ça. Et à chaque fois que j'en parlais, on ne m'envoyait pas balader. C'était comme ça que ça se faisait. Il y avait des dates. Hein. Le 31 mai, c'était Sainte-Pétronie, on se met les chicorées. Hein, et elles devaient germer en 2 jours. Si elles ne sortaient pas, c'est qu'elles n'étaient pas trop bonnes. Ça va? Le compost en septembre, tout ça, la terre est encore chaude, il fait encore bon, il commence à avoir de l'eau qui revient. Compost, ça veut dire azote et carbone. Oh là, c'est compliqué, hein? Non, ça va? L'azote, c'est ce qui dégrade, et le carbone, c'est encore les arbres. C'est encore les arbres, tout ce qui est bois, tout ce qui est carton, les feuilles mortes, la paille. Le carbone, on en parle, hein, tout ce carbone. Aujourd'hui, avec le défi climatique, avec tout ce qui nous arrive, avec tout ce qui nous arrive là, avec le climat, ça a commencé, maintenant j'ai certains spécialistes qui le disent, ça a commencé il y a beaucoup plus que 100 ans, quand on a commencé à prendre des habitudes de retourner la Terre. Parce qu'en faisant cela, on a de moins en moins apporté de carbone au sol, et ce carbone se dégradait beaucoup trop vite en retournant. Au plus on retourne la Terre, au plus ça va vite, et du coup les sols, ben, ils s'asphyxient. J'en parlais encore récemment avec des amis, on parlait de datura. Peut-être que vous connaissez le datura, qui pousse dans les champs de pommes de terre. Ça pousse dans les champs de pommes de terre parce que c'est la même famille que les pommes de terre. Souvent, les pommes de terre, les gens mettent dans les champs des serpents hein, pour limiter. Et du coup, les datura, ben, ils passent à travers puisque c'est la même famille. Ils passent par famille. Mais si le datura pousse, c'est vraiment, ce sont des endroits très, très, très esquintés, abîmés. Les sols qui crient au secours. Et les datura poussent pour venir en aide, pour dire aux gens, attention, nous sommes en danger, faites quelque chose, s'il vous plaît. Je dis ça pour les datura, mais peut-être certains sont habités par les ronces. Hein. Vous savez, les ronces qui nous donnent des murs en septembre aussi, il ne faut pas avoir peur de cueillir les ronces, mais gardez, si vous avez la chance de pouvoir garder un petit coin de ronces dans votre coin. Ça veut dire que le sol ne va pas bien. Mais le ronce, on dit, la ronce, c'est aussi, on l'appelle le berceau du chêne. Parce que la ronce, tous les ans, elle se dégrade, elle retourne au sol, il y a des nouvelles pousses qui reviennent, et des oiseaux qui vont venir là-dedans faire leur nid, vont être tranquilles. Et quand ça se dégrade comme ça, les oiseaux vont peut-être amener un gland, ou 2 glands, ou 3 glands, ou d'autres graines. Et de là, les glands vont pouvoir germer tranquillement, ils vont être protégés par la ronce qui pousse là autour. Et il y aura un chêne qui va sortir. C'est magnifique, quel bel équilibre. Mais pourquoi je vous parle de ça? Je vous parlais du compost. Le bon mélange, hein, carbone, azote, mais vraiment, c'est là qu'on va mettre en route tout ça. On fait le mélange de ça. Vous savez, une fois j'ai parlé de ça quand je suis arrivé, je ne connaissais pas les employés, au jardin mosaïque. Puis il y en a un qui m'a dit, ah bon, donc le carbone, c'est ce qui est marron et sec, et l'azote, c'est ce qui est vert et humide. Et vous êtes d'accord avec ça, les épluchures, c'est de l'azote, l'herbe du gazon, c'est de l'azote, et la paille et les feuilles, c'est le carbone. Voilà. Et à deux, on va faire le compost pour nourrir le sol. Et le gars, il m'a dit, ah oui, mais effectivement, mais c'est ce que nous, on vit quand on va aux toilettes, on a vraiment ça. Je dis oui, tout à fait.
Alors on n'ose pas encore trop en parler parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont surpris. Et là, je me permets de vous en parler parce que souvent les gens me connaissent et disent: «Bah, Marc, oui, parfois il va assez loin». On ne parle pas encore assez de l'urine dans les jardins. L'urine qui est un désherbant par excellence, c'est très facile à vérifier, mais qui est aussi un engrais extraordinaire. Et continuer à faire des recherches. Alors effectivement, on n'ose pas, on se demande quoi? Nous ici à la maison, ben, on a les toilettes sèches. Parce qu'on sait, mais vraiment c'est vérifié, que tout ce qui va dans l'eau met beaucoup plus de temps à se nettoyer que quand ça va directement à la terre. Et du coup, la terre reste polluée beaucoup plus longtemps parce qu'il faut quand même la nettoyer avant qu'elle ne revienne. Vous êtes tous au courant, hein, que cette eau-là, quelle qu'elle soit, elle fait le tour de la terre avant de revenir dans notre robinet, hein. Aujourd'hui, il y a des spécialistes qui disent que dans l'eau du robinet, il y a des particules de plastique également, quoi. Ouais, ça va très, très loin, hein. Donc faisons attention à ce qu'on fait. Et dans le compost, ce qui est extraordinaire, c'est des piles de compost, hein. Moi, certains mettent des bouts de bois parce qu'on aime bien que ce soit propre. J'aime pas trop, moi je préfère un tas de compost. Une pile de compost et là-dedans, il y a tout ce qu'il faut pour que même quand les tomates sont atteintes de mildiou en août, ça ne me dérange pas de le mettre au compost parce que le compost va assainir. Il y a plein de vie dans le compost et ça démarre vraiment en septembre. Il y aura les fêtes des pommes de terre. On peut tout y mettre. Il accepte vraiment tout ce qui est organique, évidemment, hein. Pas de plastique, pas de ferraille, des os. On peut mettre des os. Une fois, il n'y a pas longtemps, j'ai vu. Est-ce qu'on peut mettre des os? J'ai oublié de lui dire, je crois que ce sont des os qu'on avait à la maison, qu'il faut les casser, évidemment, pour que ça dégrade plus vite. Maintenant, je vais même aller plus loin dans ma réflexion, parce que je me dis, le tas de compost, je perds presque mon temps. Et comme bah, le temps, il ne faut pas le perdre, parce qu'on ne sait pas quand est-ce, avec toute cette histoire qu'on entend, le Covid, etc. euh, Pourquoi ne pas laisser directement sur le sol? Bon, là, c'est une autre étape, hein, parce qu'après, il faut vraiment couvrir. On peut même mettre des cartons. Ça, les cartons, on en a de plus en plus. On met les épluchures directement sur le sol, on met le carton, on remet de la paille ou du broyat, et la vie continue. La vie est belle, tout retourne. Ça, c'est extraordinaire. Je ne sais pas pourquoi, tout d'un coup, j'ai oublié de vous dire, par rapport à la biodiversité tout à l'heure, dont je vous ai parlé, c'est continuellement en route. C'est pas fixe. C'est pour ça que votre pelouse, elle ne peut pas tout le temps être verte de la même façon. Même si certains voudraient que, même si avec certains produits, on y arrive, ce n'est pas la bonne solution. Ça continue sa vie. La biodiversité, ça bouge, pour faire l'expression, à la vitesse d'un vélo qui tient l'équilibre. Ça ne va pas vite du tout, vous avez tous fait du vélo, on roule pas vite, mais ça avance et ça change. Et quand on fait du vélo, et après, tout d'un coup, on reçoit une mouche dans l'œil. Tiens, ah ben, on l'avait oublié, ça. Et effectivement, et la biodiversité, c'est ça. Même le peu de vent qu'on fait en bougeant très peu, ça change beaucoup de choses autour. Et dans le jardin, quoi qu'on fasse, hein, si on enlève une plante, méfions-nous, hein, il va se passer plein de choses qui vont nous faire réagir. Et chacun d'entre nous est responsable de cette réaction. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir l'œil vert à ce moment-là et de ne pas aller trop vite. Il faut vraiment laisser le temps au temps, hein. Souvent, quand on va parler de. Ah ben, bientôt, je vais parler. Enfin, on va arriver au mois d'octobre où je parle de la plantation des arbres. C'est vraiment aux souches, hein, les jardins des souches, la plantation des arbres. Alors là, vous voyez, j'ai mis du carton tout le long de la pâture du voisin, la plantation des arbres, où effectivement, il faut une haie. Et octobre, ce sera le moment vraiment que vous choisirez. Aujourd'hui, on dit qu'on peut planter des arbres toute l'année. Si jamais vous faites un passage dans une pépinière, dans une jardinerie, et que vous voyez une belle plante, que vous avez un coup de cœur, que vous dites: ah, comme j'ai eu il n'y a pas longtemps sur France Bleu, j'espère que le gel ne va pas avoir trop souffert. C'était assez impressionnant comme plante. Mais bon, on fait attention quand même. Alors c'est vrai qu'on peut planter toute l'année quand elles sont en godet de 2 ou 3 litres. Là, après, effectivement, il faut veiller à l'arrosage. En octobre, on peut vraiment planter tous les arbustes locaux. Je vous parlais tout à l'heure du noisetier, mais il y a des sols, hein. Il y a les aubépines. Ça, les aubépines, même dans mon petit jardin, elles poussent partout, toutes seules.
Mais bien sûr, quand on ne met pas de désherbant, on laisse la nature au sol. Bien sûr que je ne vais pas les laisser pousser à 2 mètres de haut. Même peut-être qu'il y en a un qui n'a pas eu le temps de pousser. Pas grave. Et je les déplace, et peut-être je les mets en pot pour les porter, pour les partager. Il y a plein de trocs de plantes qui, espérons-le, vont pouvoir ouvrir très très vite. Donc carton, on met du compost et on ouvre assez rapidement. Hein. Alors, pourquoi les cartons? C'est un peu compliqué parce qu'effectivement, aujourd'hui, ce carton va empêcher l'herbe de pousser pour laisser pousser mes petits arbustes. Ça, c'est important. Et je crois qu'à Saint-Gin, il y a la ferme au centre de Saint-Gin qui ont planté une haie aussi, en même temps que moi quasiment. Je crois que c'était le même, ça s'appelle Plantons le décor. On achète en groupe des plantes qui nous reviennent moins cher. Et maintenant, ils proposent aussi les graines dont je vous ai parlé en février, les graines locales, hein, qui vont vous permettre, parce que ces graines-là, si vous avez la semence, vous pourrez les ressemer et partager avec vos voisins. Pourquoi c'est important de partager avec les voisins? Parce que le voisin n'a pas la terre de votre jardin. Tout est différent, même si c'est votre fils, beau-fils, qui fait pareil que vous, la plante que vous lui avez offerte pour son anniversaire, qui vient de chez vous, c'est pas la même. Elle n'a pas été jardinée de la même façon. Elle ne fera pas les mêmes gestes. Il y aura plus de vent, il y aura moins de soleil, il y aura plus d'ombre. Tout est différent. Et si la plante pousse, elles vont s'apporter des choses extraordinaires. Il ne faut pas l'oublier, on ne peut pas. C'est vraiment pas possible. Et c'est pour ça que quand on voyage, on voit plein de choses. Il faut toujours avoir un œil vert, vraiment. Ça va pour ça? Et après, c'est les carrés potagers. Alors, je n'ai pas la photo. Et pardon, j'ai oublié. Ça vous dit quelque chose peut-être ça. C'est un peu écrit. C'est le compost et le lombricompost, parce que l'homme, il est vraiment infernal. Il veut aller vite. Alors, l'homme s'est aperçu que parmi les grandes familles de lombriques, et il y en a énormément de vers de terre, ils sont tous cousins. Il y a ceux qui vivent à la surface du sol parce qu'ils ont besoin de l'air, un petit peu d'eau. D'ailleurs, si vous soulevez un carton qui est sur la route, une route humide, si vous soulevez le carton, vous verrez des vers. Les vers, ils viennent peut-être de là, de la mer. Hein. Ils sont vraiment issus de ce mélange-là qui fait la vie. Hein. Et ces vers de terre, on s'est aperçu que bien mélangés, bien apportés, on leur donne à manger. On leur donne à manger nos épluchures, nos écailles d'œufs, et très vite, ils feront ce qu'on appelle du lombricompost. C'est vraiment eux qui vont travailler tout ça. Eux, ils vivent en surface. Et ils vont vraiment aller très, très vite, mais ils vont apporter du jus surtout, du thé de compost, qui est excellent pour votre jardin. Si jamais vous voulez traiter vos tomates, vous pouvez mettre du thé de compost. C'est vraiment très, très bon. Vraiment, hein, autant que dont je vous parlais l'urine, que l'ortie, hein, l'extrait d'ortie, le purin d'ortie dont on parle. Donc ça, vraiment, c'est une chose que vous pouvez avoir dans votre cuisine, ça ne sent pas. Ça, je vous promets. Hein. Et c'est important d'en parler parce qu'effectivement, c'est très pédagogique aussi en même temps, hein, de montrer. Alors, c'est surprenant, vous savez, quand j'ai dit au facteur, vous savez que vous m'avez ramené 500 grammes de vers de terre, ce n'est pas le facteur, c'était le livreur. Il était surpris oh bon, c'était des vers de terre. Vers de lombric, les lombrics de lombricompost qui sont au-dessus. Les vrais vers de terre, ce sont eux qui vont venir chercher tout ce que vous avez mis en surface. Voyez-vous? Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais qu'il ne fallait pas bêcher. Parce que quand vous bêchez, la terre va dans le fond, et du coup, le ver de terre, il n'aura pas besoin de venir en surface, puisque tout ce que vous aurez bêché, il sera là 20 cm dessous. Et toute cette partie-là, elle n'aura pas été aérée par les vers de terre. Les vers de terre ne vont pas s'en occuper. Ça va? C'est clair ça? Hein? C'est tout à fait. Et puis après, il y a ceux qui vont aller chercher dans le sous-sol et qui vont remonter. Et ça, vous pouvez bien le voir, même encore en ce moment, si vous avez une pelouse ou dans certains massifs, on voit ces petits tas très très noirs qui sont les turicules. Ils sont très très riches aussi, c'est aussi de l'azote, mais vraiment impressionnant qu'on peut prendre pour les plantes d'appartement si on a vraiment besoin d'un petit soutien. Très très riches, ce sont les déchets, les vers de terre. Ils sont venus faire leurs besoins là au-dessus, et puis ils ont fait leurs besoins, ils vont ramasser tout ce qu'ils ont besoin pour redescendre. Voilà, c'est la vie. C'est assez impressionnant. Je me souviens quand je faisais le souffleur
dans certaines allées au jardin mosaïque, il y avait des feuilles qui ne bougeaient pas. Qu'est-ce qui se passe? Et quand on s'approchait, compliqué, c'est-à-dire on est vraiment comme des cosmonautes avec ses souffleurs, machin dans les oreilles, les yeux. Et ben la feuille, elle est. Et puis si vous tirez un petit peu, ben, vous voyez le verre qui est là, qui essaie de partir avec, pour le mettre à sa place, pour le retourner au sol. Ça, Dis c'est vrai. Marc, juste un petit truc, on demande comment on obtient ce jus. Comment on obtient le jus? Ben oui, c'est surprenant, vous savez, et ça va très très vite. Et ce sont les vers de compost. Donc alors c'est une variété bien spéciale. C'est les Californiens, hein, les premiers. Peut-être que maintenant ils ont trouvé encore des espèces encore plus costauds. C'est eux qui font tout ça. Vous savez, nos déchets verts de cuisine qu'on met à la poubelle, qui sont très lourds, c'est essentiellement de l'eau. Ah oui, mais ça on le sait. L'eau est partout. Et eux, ils vont transformer ça. Et c'est vraiment là, en ce moment, avec le froid qu'ils ont eu, ils sont bien regroupés. C'est pour ça que s'ils sont dans la cuisine, c'est beaucoup mieux. Et c'est eux, en transformant ça, en fait, tout ce qui est plus dur, ça ne va pas rester longtemps dans votre bac, dans votre, dans votre bac de compost, mais le jus va servir après. Et il y a un petit robinet. Je ne sais pas si on le voit bien sur le. Vous voyez, ça c'est les étages où on installe les épluchures. Quand en bas, tout est noir, on ne reconnaît pas ce qu'on a mis, on peut le vider, soit pour rempoter, mélanger dans du terreau, soit pour mettre directement sur le sol, dans le jardin. Moi, je le mets aux poules, parce qu'il reste toujours quelques vers et les poules, elles aiment bien. Si vous les laissez à l'air libre, les vers, vous avez bien compris, ce n'est pas leur boulot d'être là, donc ils ne vont pas retourner dans le sol. Si vous avez un ver de terre que vous trouvez, vous dites, tiens, je vais le mettre dans le compost, c'est pas utile, c'est pas sa place, il va pas trouver sa place. On pense bien faire, attention, hein, mais voilà, c'est sûr. Ça va pour le thé de compost? Alors à votre santé, hein, n'ayez pas peur, hein. Bon, j'ai jamais essayé, c'est bien encore un truc que j'ai pas vu moi, mais on sait jamais. Faut se méfier avec moi. Tu devrais pas dire ça, Jean, hein. Voilà pour le mois d'octobre. Alors les carrés potagers, ça les carrés potagers, peut-être que vous en avez entendu parler. Tout à l'heure, Patrick disait qu'il avait créé, non, pas vraiment un carré, puisque c'est plutôt 1 mètre 30 sur 3 mètres de long, en hauteur, hein. Mais ça se faisait déjà du temps de Charlemagne, hein. On plantait en hauteur parce qu'on devait moins se baisser. C'est intéressant parce que du coup, on gagne un peu aussi en chaleur. Vraiment, hein. Quand il gèle, ça va geler vraiment au ras du sol et un peu moins en hauteur, hein. On va gagner quelques degrés, là aussi. Les carrés potagers, 1 m 20 sur 1 m 20, avec des enfants dans une école, ce que j'ai fait pendant 15 ans dans une école à Roubaix, extraordinaire. 1 m 20 sur 1 m 20, ça fait 16 cases de 30 cm par 30 cm. Et sur 30 cm par 30 cm, on peut mettre 9 poireaux, on peut mettre un pied de tomate, on peut mettre 9 carottes ou 5 oignons qui poussent là très très vite et on se régale vraiment. Et entre deux, on mettra un pied de bourrache, on mettra une facélie, on mettra un œillet d'Inde, éventuellement des soucis, des plantes qu'on aime bien, parce qu'on a l'habitude. Et un peu à la fois, on va en trouver d'autres, de nouvelles, qui vont nous aider. Les carrés potagers, vraiment, si vous avez une grande pelouse et que vous dites bon, comment je fais pour. On commence par un carré. On le pose simplement. On le pose vraiment. On met du vieux bois, on met du carton, on met de l'herbe, on met du compost, et tout en haut, on met de la terre, et on sème. Là, on va semer. Vraiment. Les carrés potagers, c'est une très bonne idée qui vient d'Amérique. Dans les endroits où il y avait vraiment. Où les maisons étaient abandonnées, tout tombait en ruine. Les rares personnes qui restaient là, un peu dans la difficulté, bon, on fait comment pour vivre, parce que même l'épicier est fermé. Ils se sont servis des morceaux qui étaient là pour trouver comment faire pousser des légumes. Et de là, après, on a parlé aussi des incroyables comestibles dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'installent un peu partout pour faire pousser de la nourriture pour tous. Moi, je connais bien François Rouillet, qui a aussi un très bon livre là-dessus. Ça va? Et le dernier, au mois de décembre, j'ai ouvert un zoom un peu plus, ouais, un peu plus général, un peu plus, j'allais dire un peu plus technique, qui est sur les plantes, comment sont-elles? Et qui est vraiment euh, un réflexe assez surprenant. On pourrait les classer en 3 catégories importantes.
qui sont les annuels, les bisannuels et les vivaces. Alors pourquoi les annuels, on les sème en mars, avril, hein? C'est ce qu'on va appeler les légumes fruits. Essentiellement, ceux-là sont annuels. Ils fleurissent vraiment la première année. Ils nous donnent des graines la première année, annuelle, un an. D'accord? Une bisannuelle, on va les semer un peu plus tard, en juin, juillet. Elles vont pousser, bien sûr. Je pense aux carottes, aux poireaux, hein. Elles vont pousser la première année. Souvent, on les récolte avant. Si on ne les récolte pas et qu'on laisse une carotte, elle va monter, elle va fleurir. Le poireau, pareil, fin avril, il va fleurir, il va tirer plein d'insectes, et après, on aura des graines qui vont pouvoir revenir. Ce sont les bisannuels, mais qui occupent bien le sol. Et on les a en légumes, mais on les a aussi en fleurs, pareil. Il y a plein de fleurs comme ça. Je pense à la julienne, la julienne des dames, la julienne des jardins, une très vieille fleur magnifique qu'on a il y a 2 ans plantée dans la première souche du fameux jardin des souches. Et effectivement, cette julienne, elle attirait par sa beauté. Elle est un peu violette, on l'a aussi en blanc, qui fait partie aussi des légumineuses et qui apporte plein de choses. On l'a mis dans le creux de la souche qui commençait à pourrir. Et tout le monde disait, mais qu'est-ce que c'est que cette plante? Des plantes qui sont en ce moment, alors je pense aussi, il y a la monnaie du pape, il y a les pensées, les myosotis. Les myosotis, ne les oubliez pas. C'est leur nom d'ailleurs. Les myosotis couvrent le sol et puis vont fleurir dès le début avril entre vos rosiers, entre vos framboisiers aussi. Ils protègent les framboisiers. C'est curieux qu'un petit myosotis puisse protéger ces framboisiers. Et c'est tellement important. Voilà pour les bisannuels qui vont bientôt fleurir. Et puis après les vivaces, celles qu'on installe et celles qui nous enquiquinent parfois. Parce qu'effectivement, comment on fait pour cette plante-là? La prêle, oh là là, la consoude, et voilà, la tanésie. Chacune a leur rôle. Il faut vraiment prendre son temps, hein, pour vraiment. J'ai à peu près tout dit, je crois, non? Ça va, Jean, j'ai dit des choses suffisamment? Ah oui, tu as bien causé dans le poste. Tu dois avoir. Tu veux pas boire un verre d'eau? Ah bah, oui, bah, tout à fait, c'est une bonne idée, ça. Ce qu'on peut peut-être lancer, c'est la possibilité à ceux qui veulent Il y avait de des questions, mais poser des questions. moi, je ne regarde pas les questions, excusez-moi. Non, Et je- non, mais de poser des questions en direct, Oui, voir oui, tout à si. fait. Moi, Et je t'ai renvoyé. Il y a par exemple une question. J'ai un espace de 10 mètres sur 2 mètres à l'ombre d'une grande haie de thuya et une terre lourde. Quels légumes ou fruits peut-on cultiver? alors, j'allais dire, mais quel légume a-t-on envie, déjà? Alors, une grande haie de tuyas. Ah, je n'ai pas assez parlé des haies. Pourtant, j'en ai parlé un tout petit peu. Les haies qui sont là, ça fait longtemps qu'on a installé du bocage. Si vous avez l'occasion d'entendre parler qu'une haie va être mise à la décharge, méfiez-vous, faites attention. Je sais qu'en ce moment, autour de Maubeuge, il y a un grand combat pour une très vieille haie, magnifique. Mais voilà, les routes, les voitures, tout ça, vous comprenez, monsieur, voilà, faut ça. Laissons les haies tranquilles. En 1960, toutes les années 1960, c'était des haies de Troène. Vous vous en souvenez tous. Après, on a compris que le laurier cerise aussi pouvait remplacer 70, 80. Et en 80, alors là, je le sais, parce que malheureusement, j'ai participé à planter des tuyas. Mais pourquoi avoir planté des tuyas? Oh, je vais boire un coup, excusez-moi. Oui, tu as raison, oui. Donc, Oui, la question, qu'est-ce qu'on peut planter sur une terre lourde? Quels légumes ou fruits peut-on cultiver à côté d'une haie? j'allais dire, il faut tout essayer. Parce que là, c'est à l'ombre, hein, vraiment, mais c'est pas à l'ombre toute la journée quand même. On va d'abord essayer de raccourcir la grande haie de tuyas. Une haie, ça n'a pas besoin de faire plus que 2 mètres. Une haie, ce n'est pas une séparation, c'est un trait d'union, une haie. Mais vous le savez bien,
Une haie, tout à l'heure j'en ai parlé, on ne va pas la tailler après le 15 mars et pas avant le 1er août pour que la vie qui s'y installe soit vraiment importante, pour que les oiseaux y viennent, pour que les insectes. Il y a des arbustes de la haie qui vont fleurir. Il y a la haie, à beau dicton, au moment, excusez-moi, je crois qu'il est en ch'ti, au moment de l'épine blanche en fleurs, il y a tout dit des jours de froideur. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Au moment de l'épine blanche en fleurs, il y a tout dit des jours de froideur. L'aubépine, elle fleurit les 11, 12 et 13 mai. Tiens, ça vous dit rien? C'est les saintes glaces. C'est tout dit à ce moment-là que l'aubépine fleurit et il faut la laisser tranquille. Laissons fleurir l'aubépine. Les très vieilles haies, elles ont été très malades dans les années 80. C'est pour ça qu'on a aussi planté des tuyaux. Qu'on pensait qu'ils allaient supporter la taille tout le temps. N'ayons pas peur, raccourcissons les tuyaux. Moi, je commencerai par ça, sérieux. On descend à 2 mètres, déjà, ça va faire venir beaucoup plus de lumière. Et je ferai, comme on parlait tout à l'heure avec Patrick, je ne sais pas si tout le monde n'était peut-être pas encore là, on va monter le sol. Beaucoup de gens me disent, j'ai une terre très lourde. Mais comment vous croyez-vous que ça s'est fait à Amiens et à Saint-Omer pour planter tous les légumes qu'ils font? Eh bien, ils ont surélevé. En plus, ils avaient de l'eau. Ils ont surélevé la terre est au-dessus et l'eau passe à côté. La terre est beaucoup plus vite ressuyée et on peut très vite semer et planter à volonté. Ça, c'est vraiment important. Vraiment, et on ne touche plus, on prend la grelinette pour aérer. Vous savez, un secret, l'argile, c'est ça, la moins lourde. On pense toujours j'ai une terre argileuse, c'est très lourd. C'est lourd parce que c'est tassé, parce que c'est pas aéré. C'est beaucoup plus léger l'argile que le sable. Vraiment, il n'y a pas de souci. Alors on va apporter, on va mettre, peut-être pas les branches de tuya pour le coup, on va pas les mettre sur ce terrain-là. On va semer, là on pourrait semer, on peut semer de la moutarde, on peut commencer. Et là on va voir tout de suite comment ça va réagir. Vraiment. Et après, on peut y aller. Même la laitue, elle aime bien une ombre. C'est pas faux, vous savez. On pense toujours que c'est plein soleil, mais c'est pas sûr. Il faut vraiment essayer, surtout des graines qui viennent de chez vous. Et puis un peu à la fois, qu'est-ce que je peux conseiller d'autre? Moi, je mettrai un peu tout. Il faut tout essayer. Et puis, on regarde. Mais ça vaut le coup de mettre sur 10. C'est un beau petit jardin pour commencer, tout à fait. Il faut y aller, tout à fait. Alors peut-être que maintenant, on pourrait voir si des personnes peuvent poser leurs questions en direct pour que Marc puisse finir boire son verre. Et puis, bon, il y a des habitués du jardin, là, on peut en reconnaître. Donc, est-ce que qui a un petit peu envie de poser quelques questions, une personne à la fois, à Marc, qui va peut-être tenter de répondre? Par exemple, les salades, vous avez parlé des salades, on les sème à l'abri, je suppose, en pépinière. Alors, ça c'est incompliqué. Souvent, c'est ce qu'on fait. D'ailleurs, très vite, là, on va voir dans les jardineries ou les pépinières des mottes de 4 cm sur 4 cm avec une salade en fait. C'est une solution. Mais quand je disais tout à l'heure que le 17 janvier à la Saint-Antoine, on peut déjà semer la laitue de Saint-Antoine, mais aussi la lilloise, directement en pleine terre. Ah oui. La laitue, c'est parmi j'allais dire les plantes vivaces dont non, les bisannuelles. Elles poussent tout le temps. On pourrait avoir de la salade tout le temps. Je pense aussi à la mâche, pareil, qui est aussi une salade, qui, elle, pousse après la moisson, qui a besoin, au contraire, que la terre soit un peu tassée. Si on la laisse, on peut la récolter tout le temps. Elle va se mettre à fleurir là, en mars, avril, et puis elle va se ressemer. Il n'y a vraiment pas de souci. Il n'y a pas pour la laitue. Après, il y a des variétés différentes. Il y a tellement de variétés aujourd'hui qu'il vaut mieux. Il y en a qui vaut mieux attendre après le 15 août pour les semer directement en pleine terre. On aime bien d'avoir nos petites laitues. Il y en a qui mettent ça dans des jardinières. Oui, effectivement, c'est peut-être mieux du coup. Et c'est très difficile de mettre une laitue dans chaque petite. Les machines le font. Mais dans les carrés potagers dont je vous parlais tout à l'heure, on plante des laitues qu'on a semées et qu'on repique à racines nues. C'est assez important les racines nues. Et du coup, on fait attention. Alors la laitue ne doit pas être enfoncée trop profond. Il faut qu'elle bat encore au vent.
met juste les racines qu'on a mis en pépinière, effectivement. Et après, on les dispose comme on veut. Dans un carré de jardin 30 sur 30, on en met 5. Une au milieu et une à chaque coin. Alors bien sûr, celles de chaque coin, on va les récolter assez vite, parce qu'on fera une salade avec les 4, et puis on va laisser pousser la dernière un peu plus pour elle paumer. Ça va, je réponds à votre question? Pour info, j'ai dit tout à l'heure les fraternités ouvrières. Gilbert, celui qui animait ce lieu, est décédé il y a quelques mois. Et Oui, donc, oui. je ne sais pas du tout si ça existe encore ou si c'est fermé. Oui, oui. Je suis passé chercher mes graines, donc il y a 15 jours. Ah oui, donc c'est encore ouvert alors. Ah oui, ils ont beaucoup de graines. Si vous avez besoin de graines, vraiment, ça vaut vraiment le détour. Les fraternités ouvrières, ça fait 40 ans, et Gilbert et son épouse ont vraiment mis ça en route. Le premier dimanche du mois, alors ça, ils ont arrêté les conférences, hein, parce que ça Ah oui, d'accord. c'était Gilbert. Et ils ont encore beaucoup, beaucoup de graines. Ah oui. Le but, c'est de faire venir des graines, de les mettre en sachet, parce que dans un sachet de graines, c'est vraiment la bagarre tous les ans en janvier. Il me reste plein de graines. Comment ça se fait? Qu'est-ce que j'en fais? Et eux ont eu la bonne idée d'ouvrir les sachets et avec les bénévoles, faire des petits sachets pour chacun. Juste ce qu'on a besoin pour une famille, pour une année. C'est vraiment une idée géniale. Et du coup, ça coûte 50 centimes, ça coûte 1 euro, suivant les variétés, suivant les espèces. Et ça continue vraiment. 7000 espèces et variétés de légumes, essentiellement des légumes, mais aussi des fleurs, vraiment. Donc, vous tapez Fraternité ouvrière, il y a un numéro de téléphone. Alors, ils reçoivent 3 personnes à la fois dans la grande salle. Sur une après-midi, ils reçoivent 9 personnes. Ils en font plusieurs jours, donc vraiment, la dame là, qui s'occupe de ça fait ça très très bien. Alors j'ai téléphoné, j'ai dit avec le Covid, bon, il y a toujours moyen, on peut faire une attestation. Moi, je suis passé par Waterloo, c'est vraiment juste à côté. Et donc j'ai vu personne. Et oui, c'est très important les fraternités, c'est un grand départ. Gilbert, il est parti très vite en fait. Il était malade depuis quelques années, ça allait mieux, et puis voilà. Ça a surpris, ils ont vraiment été très, très surpris. Merci. Alors, ils ont aussi de belles vidéos, ça, si vous voulez. Oui, sur Internet, oui. Sur Internet. Alors, ils pensaient que de faire sur vidéo, il y aurait moins de monde le dimanche matin, parce que la salle est pleine. Mais du coup, ils ont mis des vidéos, ben, ils ont dû faire une deuxième, et le deuxième dimanche du mois, ils faisaient aussi les conférences. Et il y a toujours de plus en plus de monde qui va les rendre visite. Mais ils sont connus dans de nombreux endroits. Il y a beaucoup de livres qui traitent de permaculture qui ont un article sur eux. Voilà, tout à fait. Ouais. Et dans mon livre, j'ai mis leur adresse. Ah J'ai ben mis voilà. mal parce que bon, l'éditeur voulait absolument qu'on mette des graines, c'est local, c'est ce que j'ai fait. Je dis, mais Moucron, c'est chez nous. Hein. Donc c'est passé. Donc, les fraternités ouvrières. Bien, Marc, bah, écoute, on arrive presque à 8 heures. C'est notre heure en général de fin. Est-ce que tu peux faire une petite conclusion, à moins qu'il y ait encore une petite question, et puis quelques renseignements que tu veux passer, donner quelques infos sur ton bouquin, comment on peut se le trouver, France Bleu ou moi j'avais juste une question subsidiaire. J'adore l'ail aux ours, mais comment peut-on s'en procurer? Très bonne question. L'ail des ours. Ça pousse pas où on veut. Mais je crois qu'il y en a qui ont compris, là, qui vont t'en envoyer plein. Hein, dans les bois. c'est vraiment impressionnant, hein, l'ail des ours. Il y a des endroits où voilà, c'est une mauvaise herbe et d'autres endroits où ça ne doit pas pousser. Mais oui, on va en trouver. Hein, ça, Oui, oui, oui. Bah, c'est comme, oui, comme les champignons, mais on ne dit pas forcément. Mais c'est vrai qu'il y a une période où on les voit, puis après, il n'y a plus rien, quoi. Il faut attendre qu'ils remontent, et puis ça ressemble fort au muguet, donc il faut faire tout de même attention. Oui, alors là, on fait attention. Ce n'est pas la même plante du tout, hein, quand même. Il y a bien des différenciations, on s'en aperçoit très vite. Hein. Alors, si je voulais conclure, effectivement, effectivement, je suis à France Bleu Nord le samedi matin à 9h. Alors, c'est un peu bonne heure, mais il faut appeler avant 9h si vous voulez poser votre question, parce que souvent à 9h, le standard il explose, le pauvre Ahmed, et puis Farah, et puis Alex, ils ne savent plus où donner de la tête. Il y a tellement de monde qui appelle en même temps. Si vous appelez avant, c'est plus cool, et puis vous avez le temps.
On a une page Facebook, Marc Delru Jardinier, hein, où on met de temps en temps des. Voilà, aujourd'hui, on avait annoncé que Jean nous proposait cette mini visioconférence. C'est pas important. On a un mail, parce qu'on va installer aussi. Ben, il y a beaucoup de gens qui nous posent des questions sur du pratico-pratique. C'est vrai qu'on ne sait pas toujours. Là, on parle, est-ce que ça manque de terre aujourd'hui ou pas? Peut-être que pour certains, Marc, il parle beaucoup, et il y a beaucoup de choses à enregistrer, mais on a le droit de prendre le temps. Et donc, sur au moins deux jardins, on va ouvrir, et donc on a lancé un sondage qu'on a du mal à mettre sur Facebook, on ne sait pas trop bien, mais si vous voulez être informé de ce sondage, vous pouvez, je vais vous donner le mail. Pas sur Facebook, hein, tout le monde n'est pas sur Facebook. Oui, alors, et vous avez un mail quand même, Teresa. Oui, Oui, alors, le mail, c'est Terre Autrement. terre au singulier? Terre au singulier, oui, tout attaché. Terre Autrement, @gmail.com. Et vous avez raison, tout le monde n'est pas sur Facebook, et heureusement. Oui. Mais oui, il faut garder aussi des choses simples, et même si Facebook, ça nous aide parfois à faire de belles choses. Mais pas que. Donc ça, c'est pour s'inscrire si on veut avoir des cours pratiques. Voilà, alors on va vous envoyer une enquête pour savoir quels sont vos besoins, quelles sont vos attentes, qu'est-ce que vous aimeriez bien. Partagez-le aussi autour de vous, parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens, surtout avec le Covid, qui nous disaient, bah oui, mais on fait comment? Même sur Facebook, moi j'ai eu plusieurs lieux où je pouvais répondre aux questions des gens. Parfois, je suis surpris. Cette semaine, c'était on sème en ligne ou bien une graine à la fois. Et c'est pour moi, c'est évident, mais pour quelqu'un qui débute, qui a vu faire mais qui ne se souvient plus à quel moment, c'est vrai que c'est important de prendre du temps pour approcher tout ça. Tout à fait. En parlant des semis, moi je fais souvent mes semis de carottes avec du marc de café. Et oui. Et je ne réussis pas toujours très bien. Alors je me demande si c'est le marc de café, c'est plutôt acide. Est-ce que ce ne serait pas à cause de ça? Alors, c'est surtout aussi très riche en azote. Vous savez, le café. Ouais. Et quand on sème une graine, quand on plante un bulbe, il n'y a pas besoin d'engrais. Ça, il y a bien un mot qu'il va falloir enlever de sa tête, c'est engrais. Il faut le remplacer par la nature est belle et elle nous rend heureux. On a vraiment, il n'y a pas besoin. Et peut-être que du coup, le marc de café, il faut peut-être le mélanger plus avec votre terre très fine. Ou avec du sable. Éventuellement du sable, oui, tout à fait. Alors, la carotte de Tilk, notre carotte à nous, c'est vrai que ce n'est pas très sableux, mais c'est vrai qu'il doit y avoir des choses. Et puis moi, je fais comme des buttes de pommes de terre, je fais les buttes et je sème en haut de la butte. Et après, je tiens à l'arrosage. Ça, il faut vraiment que ça ait tout le temps de l'humidité, surtout au début, pour que vraiment ça germe. Comme le persil, très compliqué à faire germer. Les pommes de terre, je ne les bute plus. Je mets de la paille au-dessus, c'est tout. Et ça pousse très bien. Ah, très bien. On peut mettre un peu de cendre de bois, parce que ça apporte vraiment de la richesse et de la potasse pour pousser. Juste la paille posée dessus. La terre est un peu remuée avant? Oui, je passe toujours à la grelinette parce que c'est très argileux. D'accord. Donc, et du compost, j'en ai mis à l'automne. Donc là, je vais. Bon, après, c'est pour le mois de mars-avril, les pommes de terre, c'est pas tout de suite. De toute façon, la terre, elle est trop humide pour la travailler. Il faut attendre un petit peu pour qu'elle sèche, quoi. Tout à fait. Les petits pois, normalement, c'est au mois de février, mais là, il va falloir attendre un peu. Tout à fait. On va attendre encore un petit peu. On peut déjà les mettre en godet, par contre. On en met 5-6 graines. Ah oui, moi, je sème directement dans le sol. Voilà, tout à fait. Alors, en permaculture, comme on veut aller vite et que dès qu'on enlève une laitue, si on a le godet de petits pois qui pousse, hop, on peut le mettre à la place. Ah oui. On perd un peu moins de temps. Voilà, ça, c'est parce que l'homme, il est pressé. On a encore beaucoup à apprendre de la nature. Ce que je mets en godet, ce sont les haricots verts. Parce que sinon, les limaces mangent les semences, mangent les petites plantules. Comme je paille, j'ai énormément de limaces. J'en ai pas parlé des limaces, mais c'est une amie des jardiniers, les limaces. Oui, mais quand il y en a trop, c'est plus une amie. C'est parce qu'on n'a pas encore trouvé l'équilibre. Vraiment, je déconne pas. On va trouver l'équilibre. Les limaces, elles vont même plus s'occuper de ce que vous plantez.
Si vous leur mettez à manger, les limaces qu'elles aiment beaucoup, c'est dans le tas de compost. Si vous les ramassez, mettez-les au compost. Ce sont aussi des bestioles qui vont décomposer tout ça. Et elles vont préférer les fans de laitue qui sont là à même le sol plutôt que vos tomates. Oui, mais même les pommes de terre, hein, il y a une année, elles étaient à plusieurs sur chaque plant de pommes de terre. Hein. J'en ai eu plus de 500 en 2 nuits. D'accord. D'accord. Ah oui. Ah ouais, c'est pour ça que je fais attention quand même pour les limaces. Et même si on les met dans le compost, après, elles vont se reproduire dans le compost. Donc, après, si on utilise le compost, on va mettre plein de limaces voilà, sur le potager. On surveille les œufs ou bien on met une poule. Hein. Les poules font ouais. Un canard. Oui, les canards. Oui. Les coureurs indiens. Les coureurs indiens, oui, si vous en trouvez. Il y en a de très beaux au Jardin de l'Ermite à Aveskerk, qui est une très bonne association. Je n'ai pas parlé non plus, Jean, je peux me permettre. Hein, les grosses associations de jardiniers, avant, c'était les jardiniers de France, de Valenciennes, qui étaient très, très forts, très costauds, avec un délégué dans chaque village, avec des conférences, et ça s'est arrêté. Aujourd'hui, on a vraiment 2 grosses associations, à ma connaissance. Il y en a certainement beaucoup d'autres, hein, notamment les agents, mais il y a aussi donc à Landa, nos jardins de campagne. Ah oui. Alors là, vous pouvez y aller les yeux fermés. Vraiment, dès que vous entendez parler de nos jardins de campagne, c'est du bonheur. Et l'autre côté, sur Aveskerk, du côté de Merville, hein, on a les jardins de l'Ermite, hein, avec Bertrand. Et là aussi, on a vraiment, on sait tout sur les jardins. À Landa, les jardins de campagne, ils cultivent en permaculture ou bien sans produits? Pardon? Voilà, vraiment. Hein, partage sans produit, vraiment. Ils sont vraiment proches de la permaculture. D'accord. Si chacun fait comme il peut à sa maison. Et vous, continuez à faire comme vous faites. Hein. Si vous n'avez pas besoin de chimie et que tout va bien chez vous, vous n'avez pas à vous plaindre, continuez à aimer ce que vous faites. Surtout, hein. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas faire. Hein. Faites que. Voilà. Servez-vous de vos voisins et des livres. Hein. C'est tout à l'heure Eric, il est parti, Eric. On a vu, il y avait une bibliothèque derrière lui. Hein. C'est énorme. Il y a plein de bouquins sur les jardins. Il faut, alors j'allais dire, c'est autant d'insectes dans le jardin que de bibliothèques que de livres dans la bibliothèque. Ça nous apporte tellement de choses. Ça nous met en question. Et après, on pratique ou pas. C'est vraiment ça. Bien, bah écoute, Marc, On peut le trouver un peu partout. Est-ce qu'il y a, je vois Gisela, elle a le micro ouvert. Est-ce qu'elle veut poser une question ou d'autres personnes qui attendent Oui, moi j'aurais bien une question à poser. Bon, peut-être, ce sera peut-être un peu long d'y répondre parce que c'est un gros défi. Comment est-ce qu'on peut commencer à améliorer un jardin qui contient 3 immenses arbres qui sont des épineux, donc des sapins, qui font tomber leurs épines partout sur le sol, un terrain qui est compact et qui n'a pas été aéré depuis au moins 25 ans, et un réseau racinaire d'arbres qui est à fleur de sol sur pratiquement tout le jardin, sans couper les arbres. Voilà. C'est une question toute simple en fait. Vous ne voulez pas couper les arbres. Et une partie du jardin qui était un ancien poulailler et où la terre est complètement compactée, où il n'y a pas un seul ver de terre, où la terre est comme morte en fait. Parce qu'il y a eu trop d'azote. Là où il y a trop d'azote. Vous ne voulez vraiment pas couper les arbres? Ah non. C'est pas possible. Vous avez une grande surface? Bah, pas suffisante par rapport à 3 grands arbres. Mais j'aime trop les arbres. En plus, c'est des vieux arbres. Donc voilà, c'est des arbres qui ont. Parce que tout à l'heure, vous disiez il faut cultiver à l'ombre de vieux arbres. Mais moi, j'ai des vieux arbres, mais ça fait tellement d'ombre. Et finalement, ça prend tellement l'eau que le sol, mais il est tout le temps sec. Parce qu'en fait, les racines des arbres ont tout. Voilà. Alors, ce que je vais vous conseiller, c'est ce que disait Colette. Hein, vous allez planter vos pommes de terre, mars, avril. Alors, le plus près possible ou pas, vous verrez bien. Hein. En tout cas, vous partirez du pied de l'arbre. Vous avez raison, les racines de sapin, c'est l'horreur. Dans le temps, on faisait de la vannerie avec ça. Hein. C'est très costaud. Hein. Moi, je sais qu'à la maison, j'avais dû arracher des sapins parce qu'on avait été poussés. On les vendait pour Noël à ce moment-là. Les racines, c'est énorme. Hein. Mais vous pouvez vous servir pour planter dessus vos pommes de terre et sans travailler le sol, tout simplement.
vous mettez éventuellement du compost, si vous en avez, vous mettez vos pommes de terre, et puis vous mettez de la paille dessus, et quand vous aurez un peu de gazon ou de compost, vous mélangerez sur cette paille. Hein. Je crois que Colette ne va pas me contredire. Et vous verrez comment vont réagir et quelle sera la limite de vos pommes de terre. Bien sûr que peut-être au pied à l'ombre, elles ne pousseront pas, mais vous verrez, si à 2 mètres, à 3 mètres, ça va vraiment pousser. Parce que c'est quand même très acide. Hein. Toutes les épines de sapin qui tombent, le sol, il est complètement acide. Donc, il est acide, sec, à l'ombre et envahi de mauvaises herbes. Non, il n'y a pas de mauvaises herbes. Je recommence. Donc, vous allez mettre de la cendre de bois, alors, pour vos pommes de terre. Ça va corriger l'acidité du sol. Oui, mais je ne voulais pas spécialement planter des pommes de terre, hein, parce que je voulais juste commencer à aménager ce jardin, dans lequel, pour l'instant, je ne peux rien faire, parce que, justement, je ne sais pas par quel bout l'attraper, ce jardin. Voilà. Tout à fait. Ça, on a toujours dit, et je ne sais pas si je l'ai mis dans mon guide, mais quand on veut nettoyer un jardin, redémarrer un potager, on commence par planter des pommes de terre. La pomme de terre a une faculté énorme. Il y a plein de choses qu'on n'a pas encore découvertes, vous savez, on ne sait pas pourquoi. Tout à l'heure, quand j'ai parlé des racines dans le sous-sol, excuse-moi, Jean, j'ai bientôt fini, tu m'arrêteras. Dans le sous-sol, mais c'est comme le réseau Internet, ça part partout, c'est les ondes, c'est même affolant. Hein. Vous allez mettre de la cendre de bois, du compost, planter vos pommes de terre par 3, mettre un petit peu de terre dessus que vous allez apporter, et puis de la paille. Hein. Puis vous verrez si ça pousse. Ça ne coûte pas trop cher les plants de pommes de terre. Ça peut même être des pommes de terre à vous qui commencent à germer dans votre cave, voyez-vous. Vous verrez les germes, donc ça ne vous coûtera rien. Pour l'instant, il n'y a rien qui pousse. Allez, il faut essayer. Hein. Il faut dire, allez, on y croit. Hein. On commence par des pommes de terre. Oui, il faut vraiment, ça nettoie le jardin. Même quand il n'y a pas d'arbres, on commençait vraiment par ça. Et puis, vous aurez le droit aussi de semer du lin. Du lin, une très, très fine graine, autour des pommes de terre, parce que le lin protège des doryphores. Parce qu'eux, ils ne vont pas rater. S'il n'y a que des pommes de terre à manger dans votre coin, ils vont rappliquer les doryphores. C'est tout simple que ça. Ok, merci. Bon, ben, là, on pourrait passer toute la soirée, voire même jusqu'à 3-4 heures du matin, pour en faire une deuxième émission. Puis, on va te retrouver sur France Bleu. C'est toujours un plaisir. Quand je t'écoute sur France Bleu, j'ai l'impression d'entendre un oiseau, quelqu'un qui pétille. Et ça va, enfin, je trouve que c'est vraiment très, très agréable. Ça remonte un petit peu le niveau de France Bleu. Enfin, là, je suis méchant. Un oiseau rare aussi, Jean. Un oiseau rare. Oui. Vraiment, la dernière des dernières, est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui a envie de poser une petite question subsidiaire ou est-ce que tu nous finis par... J'ai vu que Talia était là, mais elle n'est plus. Non, elle n'est plus là. Est-ce que vous avez... Mettez votre réaction surtout. Oui, écrivez. On est tout de même encore 16 derrière, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas mis leur micro et tout. Mais bon, voilà, après, il n'y a pas d'obligation. L'enregistrement est là. Si vous voulez avoir l'enregistrement, mettez votre nom, votre mail sur le chat, sur la conversation, sur la discussion. Sinon, vous pouvez aussi envoyer un mail à contact@7lieux.com pour le demander et ce sera avec plaisir qu'on pourra vous l'envoyer. Je ne sais pas, Marc, petit mot de la fin, la petite pétillance qui te va bien? Je vais me tromper comme d'habitude, mais merci pour votre patience. Vous savez que la patience est une des vertus du jardinier. Ah, vraiment le temps. Merci. Merci. Et prenez soin de vous surtout. Merci. Merci.